我们这些档案架子上面存放的就是我们学校50、60年代的一批珍贵的档案资料。 Dans les locaux des archives de l'Académie des Beaux-Arts de Chine d'aujourd'hui, chaque fois que l'archiviste prend ce mince document, il le trouve toujours particulièrement pesant. En 1953, le nom de Pan Tianshou, ancien président, qui a enseigné 25 ans sans relâche des cours de peinture traditionnelle chinoise dans cette école, fut rayé de la liste du personnel enseignant de l'établissement. Cette année-là, il avait 57 ans. Ces simples traits dépouillèrent Pan Tianshou non seulement de sa qualification à enseigner la peinture traditionnelle chinoise, mais aussi de son droit à continuer à peindre et à créer cette peinture qu'il a adorée toute sa vie. Or, dans la réalité, Pan Tianshou porta son art au paroxysme et devint finalement un grand maître. Si l'année 1953 fut un point nodal dans sa vie et sa carrière, quelles sont alors les péripéties hors du commun qu'il a connues et connaîtra avant et après cette date, durant les dizaines d'années de son existence? Voici le célèbre site de Pinghu Qiuyue, lac tranquille sous la lune d'automne, au lac de l'Ouest. Il existe à 2 pas du site un petit bâtiment à étages baptisé Pavillon Émeraude sous le lac Ciel. Ceux qui viennent visiter le lac aiment tous prendre un café ici, en jouissant du paysage séduisant du lac qui s'offre à leurs yeux. Les visiteurs enivrés n'auraient pas pensé qu'il y a 85 ans, ici, se dressait l'une des premières écoles nationales supérieures des arts du pays, l'Académie nationale des arts. En mars 1928, une somptueuse cérémonie de rentrée fut organisée à l'Académie. Peu avant cet événement, le premier président de l'établissement, Lin Fengmian, s'est spécialement rendu à Shanghai pour inviter le célèbre Pan Tianshou à assumer les fonctions de doyen et la chaire de faculté de peinture chinoise pour un salaire de 300 pièces d'argent par mois. Cette année-là, Pan avait 32 ans. 当时他到了国立艺专了，工资已经很高了，300大洋，人家这几个大洋就可以过日子了，是吧？3个大洋、5个大洋都可以，他有300大洋，已经够了。 Cette cour pittoresque dans les environs du pavillon Émeraude sur le lac Ciel était la résidence du célèbre écrivain et poète contemporain Yu Pingbo. Cette pièce latérale au premier étage était la chambre que Pan Tianshou louait pour y vivre quand il travaillait comme professeur à l'académie. 8 ans après, Pan Tianshou revint à Hangzhou. Cette fois, il n'était plus le pauvre élève de l'écono 1 Zhoujiang de l'époque. Il avait alors une situation et jouissait d'excellentes conditions de vie.
Or, peu après sa prise de fonction, il découvrit que l'académie n'était pas ce qu'il avait imaginé. 跟林凤眠先生有一个很明确的办学思路，就像办成跟他自己求学过的那个巴黎美术学院一样。 C'est une copie du répertoire des anciens de l'Académie nationale des arts que Patiencho collectionnait. Dans ce document, on peut voir que le programme d'enseignement était dominé par les arts occidentaux, tels que la peinture, la sculpture et les motifs. La plupart des enseignants avaient été formés dans une école des beaux-arts en Occident. Par ailleurs, l'Académie embaucha aussi un certain nombre d'enseignants étrangers, alors que la faculté de peinture chinoise ne comptait que Patiencho, lui seul, et un assistant. 这些基本课程都跟巴黎高等美院是一样的，只不过就加了一个中国画这个专业。那么这个专业加进去呢，本来就有点格格不入，再加呢，当时的学生年轻人都一心看着西方好，是一种憧憬嘛，是一种觉得西方的今天就是我们的明天或者后天，是吧？所以向西方学习是一个是大势所趋。 Cette photo de Patiencho avec les élèves de l'ENPA de Hangzhou fut prise dans les années 1930. Comparée aux étudiants vêtus de costumes Zhongshan et en par-dessus de drap, parés d'un foulard et chaussant des chaussures en cuir, Patiencho, vêtu de longues robes et debout dans un coin, semble faire tache sur le tableau. Ses pieds écartés nous donnent l'impression qu'il cherchait à trouver son propre équilibre. Cependant, le courant de l'histoire privilégia l'autre partie. Patiencho, qui avait franchi alors la trentaine d'années, sentit de nouveau une solitude sans précédent. Face au courant artistique de l'époque, il se défendait de cette euphorie partiale, sans pouvoir y remédier. Il ne put que continuer à peindre, toujours selon sa propre méthode. C'est à ce moment que l'apparition d'une jeune fille lui donna la consolation la plus opportune et la plus profonde qui soit. Ce fut He Yin, 23 ans, élève de Patiencho. Ils se marièrent en 1930 à Hangzhou et restèrent unis jusqu'à la fin de leur jour. Grâce à la sollicitude de sa femme, Patiencho travailla plus activement à sa création. Il espérait, avec ses réalisations, prouver la valeur intrinsèque, irremplaçable et la loi de la peinture traditionnelle chinoise. Par les œuvres représentatives de Patiencho à cette époque, nous pouvons voir que probablement, suite à un désir ardent dans son cœur de lutter contre le courant de l'époque, une force surprenante pour crier pénétra naturellement dans ses œuvres. À ce moment, sa touche commença à devenir puissante et chevronnée. Quoique, à l'époque, les gens ne dédaignaient pas les compétences profondes en peinture chinoise de Patiencho, le courant culturel et artistique de l'époque galopait impétueusement, mais dans une autre direction. En 1934, Chen Xuzing publia un article intitulé « Issus de la culture chinoise » dans le quotidien de la République à Guangzhou, formulant pour la première fois sans équivoque la thèse de l'occidentalisation totale, ce qui provoqua une vive réaction dans les milieux culturels et artistiques de l'époque. Dans une classe de peinture chinoise à l'ENPA de Hangzhou, certains étudiants se montraient de plus en plus insolents. À la fin de l'année scolaire de 1936, pour l'examen de peinture chinoise, Pran demanda à ses élèves de peindre un paysage. Zhao Zi, aussi connu sous le nom de Zhao Wuqi, en deuxième année, qui ne se passionnait d'habitude que pour la peinture occidentale, fit une grosse tache d'encre noire à son gré sur le papier Xuan avec la dédicace suivante « Pierre peinte par Zhao Zi ». Puis, il rangea ses accessoires et s'en alla. Patiencho, qui avait une quarantaine d'années, d'habitude très gentil et poli, sans jamais montrer d'hostilité envers quiconque, fut hors de lui.
Il alla immédiatement trouver le service compétent de l'école et réclama l'expulsion de cet élève. À la fin, le président Lin Fangmian intervint en personne et Zhao put continuer à poursuivre ses études à l'école. La page de cet incident fut très vite tournée. Mais un an plus tard, une catastrophe frappa soudainement toute la nation chinoise. L'éclatement de la guerre de résistance contre l'agression japonaise finit par induire un important changement dans le cours de la vie de Pan Tianshou. Voici le barrage d'Asheba dans l'arrondissement de Jiangbei à Chongqing. Il y a plus de 70 ans, l'endroit où ces gratte-ciels se dressent aujourd'hui était un lieu rempli de désolation. Sur le versant de la colline à l'arrière étaient éparpillées plusieurs rangées d'habitations en briques et tuiles noires. Or, durant 4 ans, entre 43 et 46, ces lieux abritaient le campus de la plus prestigieuse école des arts de Chine, l'unique en temps de guerre de l'époque, l'école nationale spécialisée des arts de Chine, née de la fusion de l'ENPA de Beiping et de l'ENPA de Hangzhou, que professeurs et élèves appelaient habituellement « mur d'enceinte noire ». Cette photo de Pan Tianshou avec le corps professoral et les étudiants a été prise au mur d'enceinte noire au printemps de 1944. Cette année-là, Pan Tianshou, toujours en robe longue, fut nommé président de l'établissement. En tant que chef, Pan Tianshou eut enfin l'occasion de définir les principes de l'enseignement de l'école en fonction de sa vision personnelle des arts. Afin de sensibiliser professeurs et étudiants à la valeur de la peinture traditionnelle chinoise, il redéfinit les cours de cette matière en augmentant notablement le nombre d'heures. Ainsi, la peinture chinoise devint une matière majeure indépendante. Or, ce qui laissa les élèves perplexes, c'est que durant cette période, Pan Tianshou prit rarement le pinceau pour créer des peintures traditionnelles chinoises. 到重庆的画家，都是画现实的题材，有的是画康诞的题材，但是一般的画家都是画写生。 Ces œuvres étaient des dessins de propagande que beaucoup de peintres peignirent à l'époque pour la guerre de résistance. Leurs modes d'expression furent complètement différents de ceux des peintres de lettrés à quoi excellait Pan Tianshou. Victime de la guerre, le président réalisa sans doute l'écart entre ses œuvres et l'époque qu'il était en train de vivre. Il se peut que durant les 8 ans de la guerre de résistance, il commença à réfléchir longuement sur la façon dont il pourrait innover en peinture traditionnelle chinoise. Dans ce petit bâtiment où Pan Tianshou habita durant ses vieux jours, au premier du village de Jingyun, à 2 pas du lac de l'Ouest de Hangzhou, une peinture intitulée « Peinture de paysage de couleur pourpre claire » est toujours accrochée au centre de la salle d'honneur. Cela prouve l'importance que Pan attachait à cette œuvre. Ce fut réalisé en 1945, à la veille de la victoire dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Voici l'Académie des Beaux-Arts de Chine dans la rue Nanshan à Hangzhou, son ENPA où Pan enseignait à l'époque. Aujourd'hui, les élèves inscrits à la faculté de peinture traditionnelle chinoise doivent, de leur admission jusqu'à la fin de leurs études, suivre un cours obligatoire, la copie de peintures antiques. Les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Chine avaient vraiment la chance de pouvoir copier et de contempler de très près et à tout moment les chefs-d'œuvre de tant de grands peintres chinois et étrangers. Et ceux-là qui leur offrent une chance n'avaient pas d'autre choix quand ils collectionnaient ces œuvres monumentales précieuses. Dans ce document conservé dans les archives de l'Académie, nous pouvons clairement voir qu'en 1953, le nom de Pan Tianshou a été rayé de la liste des enseignants. Les autorités de l'école ne l'autorisèrent plus à donner de cours, mais à travailler au Centre d'études des beaux-arts ethniques. Il fut chargé de répertorier l'héritage culturel des ethnies minoritaires. Dans l'ambiance artistique de l'époque, ce geste signifiait qu'il avait tout simplement été mis au placard.
解放初期文艺的方针上，强调为政治服务，为工农兵服务，年画、连环画、宣传画，更重视这些列点宣，而对传统的山水画、花鸟画有所忽视。所以这过去画中国画的这些老师先生，就等于是没有职业了。 Dans ce contexte, la peinture traditionnelle chinoise ne pouvant pas directement refléter la vie présente de la société, la faculté de peinture chinoise, qui avait été rétablie durant la guerre de résistance, fut à nouveau dissoute pour être intégrée à la faculté de peinture occidentale, qui prenait le nom de faculté des peintures. En même temps, l'école exigea que Pran Tien-Shou, qui avait été contraint à quitter sa chaire, se spécialisât dans les portraits. Ces œuvres sont des portraits que Pran réalisa quand il partit apprendre la vie réelle dans la campagne à l'époque. Quoique, pour rendre les portraits plus frappants, Pran déploya de gros efforts, il ne mangeait ni ne buvait d'eau pendant plusieurs jours de suite. Quand ces œuvres furent rendues publiques, même ses élèves montrèrent un regard désapprobateur. 我进学校根本不认识潘天寿，潘天寿也没有来教我们，因为从我们学西洋画的标准来看，人们画的不正确，是吧？这个基调线条嘛，我感觉到没有什么。 Au milieu des années 50, les milieux des beaux-arts en Chine traversaient un mouvement déferlant de nouveaux dessins du Nouvel An. Ce que les peintres réalisaient était dans la plupart des cas des images du Nouvel An et des affiches du genre. Selon les critères pour les arts plastiques des personnages dans ces images, les efforts de Pran Tien-Shou consentis dans la création de ces œuvres furent à l'évidence un échec. 当时素描是一级造型之祖，就是用苏联的方法来改造中国画。国画和西画比较起来呢，更重视西画的西画画家，他们有造型能力，能画人物，是吧？能画有情境性的绘画。 Le nouveau courant artistique incitait les étudiants à faire fi de la peinture traditionnelle chinoise. Tout le monde abandonna le pinceau et se jeta, nourri d'un enthousiasme, dans l'étude des beaux-arts avec le croquis comme base et le réalisme pour norme. Faute de mieux, Pran Tien-Shou, assigné à rester désœuvré au Centre d'études des arts ethniques, proposa de collecter avec d'autres vieux peintres enseignant la peinture traditionnelle chinoise des chefs-d'œuvre des grands maîtres antiques pour l'école. 民族美的呢，就是你4张很大的一个长方形的房子，我就走进去，我看了一下，就走出来了。我实际上也没有什么多少研究，我当时的心态是怎么样呢？看看老乡在里面干啥，并不是感觉到老乡他们的。 学着研究怎么样？我们记得当时他说：“我是头脑跟不上这个时代，但是呢，我觉得有一条我是始终要坚持的，就是中华民族的艺术不能在我们手里断根。” Voici le mont Yandang dans la partie sud du Zhejiang. Grâce à ses paysages fabuleux et escarpés, il attire toujours bon nombre de visiteurs. Dans l'histoire, il fut aussi très fréquenté par beaucoup de lettrés et de peintres. En 1955, cette célèbre montagne fut vouée, grâce à son impétuosité et à sa grandeur formée durant des centaines de millions d'années, à inciter un autre grand maître à progresser vers le paroxysme splendide de son art. Début 1955, la peinture chinoise vit poindre une nouvelle vitalité. Pour créer de nouvelles peintures de paysages en vue de glorifier l'époque, l'Académie demanda aux professeurs et aux élèves de dessiner d'après nature et de vivre l'expérience sur le terrain dans le mont Yandang. Pran Tien-Shou, qui n'était pas impliqué dans l'enseignement depuis longtemps, vint aussi avec eux. Pendant que professeurs et élèves dressaient leurs chevalets les uns et les autres et peignaient d'après nature, Pran, tout seul, flânait à gauche et à droite. Personne n'aurait pensé que pendant qu'il se promenait sans but précis, semble-t-il, Pran Tien-Shou aurait fait une découverte aussi inattendue. Revenu du Yandang, Pran Tien-Shou se mit immédiatement à peindre chez lui, d'où l'œuvre Un coin du ruisseau Lingyan.
La découverte inattendue qu'il a faite dans la montagne est bien cachée dans cette œuvre. 潘天寿先生到雁荡以后，选择了不以全景式的表述雁荡为主，而取其精彩的一角，甚至于是漫不经心的被人所忽略的一个小丘的一个水口，一块石头下的几只闲花野草，这样一个新的语言特征。 Dès lors, Pan Tian-sho ne cessa de renforcer ce style. La vigueur et le charme de l'image s'avèrent plus majestueux et puissants, véhiculant la ferveur brûlante des hommes toujours plus haut. Cette expression, toute nouvelle dans la création, fut progressivement appréciée par les milieux des beaux-arts. 它有一方印，就叫做强其骨。 所以他的画博大雄强，仿虚入魂，极见为雄。他用他的那个力拔千斤的这个画笔，造成一个雄强的气势。他用一个博大的构图和格局，来营造一个雄浑的世界。对中国20世纪后半期 花鸟画在这样一个文化和政治的系统中间取得一席之地，拥有一种存在的权利，他做出了自己的贡献。 Avec la percée réalisée dans la création, Pan Tian-sho devint plus sûr de son jugement quant à la valeur de la peinture traditionnelle chinoise. En 1955, dans une réunion nationale de réflexion sur les arts, il déclara sans détour « Toute nation a sa propre culture. Quelle que soit la nation, son nouvel art ne doit pas se forger et se développer sevré de son histoire. Celui qui préconise une culture universelle trahit les intérêts de la nation sans considération pour les ancêtres. » Il ne s'attendait pas à ce que son discours, venu du fond du cœur, aille tout droit dans la direction de la politique que le PCC appliquerait plus tard dans le domaine artistique. 百家争鸣，百花齐放，这都是56年提出来的。毛主席批判民族虚无主义，国画里面美术界的虚无主义就是忽视中国画的作用。 La nouvelle politique eut pour effet de changer complètement la situation de Pran. À ce moment, le NPA avait été rebaptisé Académie centrale des beaux-arts, division de la Chine de l'Est. Pran put non seulement recouvrer son plein droit à l'enseignement, mais fut aussi nommé en 1957 vice-président de l'Académie. 2 ans plus tard, il fut promu président titulaire. En 1957, à la demande insistante de Pran, la faculté de peinture chinoise fut rétablie à l'Académie. Il commença à former le corps professoral pour la spécialité de la peinture chinoise. Afin d'assurer la position de la peinture nationale, il avança l'idée d'élargir un peu l'écart entre les peintures chinoises et occidentales. Cette année-là, Pran avait 61 ans. Pour préserver la veine de la peinture traditionnelle chinoise, pendant que les vagues d'occidentalisation déferlaient de plus belle, il a résisté pendant 40 ans. 他提出了人山花分科的这样一个基本的构架，提出了通过临摹到背临来培养中国画诗造画诗心的这样一个教学结构。这样一个教学结构一直到今天，都是中国美术学院国画系教学的核心。 它的意义重大，因为它是保存了苗子，就是留下了一批种子，使得改革开放以后，才有今天。现在你看山水画多繁荣，花鸟画多繁荣，书法多繁荣。那这繁荣从哪来的呢？就是最初得有种子来上课啊，你没有人来教你怎么弄啊？这些种子，这些教的人，就是60年代的时候培养起来的。 Pendant qu'il donnait ses cours, Pan Tian-sho allait plusieurs fois dans diverses montagnes connues pour sentir et vivre l'expérience.
Il put ainsi réaliser un certain nombre de peintures toutes nouvelles, d'un grand format, intégrant montagnes, rivières, fleurs et oiseaux, dans une présentation extraordinaire. Ce fut l'apogée de son temps. 大画更能表现气势、气魄，但是大画不是那么好画。你没有这种锻炼，没有这种训练，你没有那种胸怀，你画不了那么大的画。你画的大画，也是大而无当。 C'est aussi à cette époque que Pan Tian-Sho mit en pratique à nouveau la méthode au doigt ancré, qu'il avait apprise auprès d'un peintre de campagne dans son enfance. Beaucoup de ses œuvres gigantesques furent justement avec cette méthode. 潘老啊，是一个修养很深厚的艺术家。修养深厚有另一个问题会出现，就是容易理性。但是这种纸墨就克服了他的理性，没有太多时间让他去考虑，他会随着他的感觉放开白来画，是吧？所以他的纸墨就比用笔画的生动得多。 Maintenant, admirons à nouveau ses œuvres extraordinaires. Elles portent en elles les sentiments et l'attachement de Pan Tian-Sho durant toute sa vie pour la peinture traditionnelle chinoise. Grâce à ses œuvres classiques sans précédent, il accomplit à la fin la mutation pour passer d'un écolier de campagne, copiant sournoisement des motifs antiques de broderie dans une école privée, à un grand peintre de la peinture traditionnelle chinoise. 潘天寿先生为天地立心，为生民立命，为万圣继绝学，为万世开太平。所以我们说，潘天寿先生是一个了不起的一代巨匠，啊，他是钢筋铁骨的一代巨匠，是一个私心博大的一代巨匠。 Or, pendant ce temps, absorbé dans l'enseignement et la création, Pan Tian-Sho n'aurait pu penser qu'une catastrophe historique se précipiterait sur lui. Le 5 septembre 1971, après 5 ans de persécution et de souffrance, Pan Tian-Sho décéda dans les ténèbres de la solitude, à l'hôpital de la médecine chinoise de Hangzhou. Il avait 75 ans. Le 25 novembre 2013, nous arrivons au mont Dioya, sur la rive sud du lac de l'Ouest à Hangzhou. Le grand maître Pan Tian-Sho repose ici. Durant 2 ans de tournage du présent documentaire, tous les experts et savants qui ont accepté d'être interviewés nous ont dit « Si le maître n'avait pu vivre que jusqu'à 90 ans, ses réalisations artistiques vivraient quant à elles pour l'éternité. »